des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 15e épisode de la saison 6 de Tranches de couple, un épisode qu'on a choisi d'intituler « Rien ne va plus ». Ah, c'est comme à la roulette, c'est comme au poker. C'est comme au poker, rien ne va plus. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Bravo Max pour cette culture du jeu. En même temps, sur le poker, on était certain que tu allais suivre. N'hésitez donc pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles, à nous encourager à vous proposer ce podcast toujours le plus régulièrement du monde. Et sans transition, je propose de passer au premier sujet. Alors Guillaume, premier sujet, tu nous parles de ce qui se passe à Rome ? Absolument, Rome est en ébullition puisque au lendemain du jour de Pâques, le lundi de Pâques, le pape François est décédé. On savait que sa santé était fragile, il avait été hospitalisé plusieurs semaines en février et en mars, suite notamment à une pneumonie. On l'avait vu très très affaibli, mais on l'avait vu le jour de Pâques, toujours très affaibli, mais il est délivré une courte bénédiction Urbi et Orbi, et puis surtout passer avec sa papamobile dans une traditionnelle bain de foule pour aller voir les fidèles réunis place Saint-Pierre. Donc c'est une certaine surprise qui a saisi l'ensemble des catholiques et au-delà du monde après l'annonce de son décès tôt le matin, le lundi 21 avril dernier. Alors c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce pape François, sur sa vie, ce qu'il a fait en tant que pape, son héritage complexe et puis les quelques controverses qu'il a laissées, et puis d'ensuite de voir un peu dans le futur qu'est-ce qu'il va pouvoir occuper également dans un certain sens nos prochains podcasts. Alors il a derrière lui un héritage qui est très divers, qui est un héritage de compassion, de modernisation, de dévouement aux causes humanitaires. C'était un pape en quelque sorte de terrain, un pape des périphéries, un pape, comme dit la Bible, qui est pour ceux qui sont loin. Il a laissé un héritage significatif marqué par son engagement, donc je le disais, en faveur des plus vulnérables, son ouverture d'esprit et sa volonté de promouvoir l'unité entre les peuples. Il a parfois, on y reviendra, été un pacifiste arc-bouté sur l'idée de la paix à tout prix. Il a été le premier pape non-européen, issu des rangs de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, et du continent américain, puisqu'il était argentin. Son pontificat a été caractérisé par de nombreuses premières et a soulevé des questions, notamment sur la place de leader de l'Église catholique sur un certain nombre de sujets. Il a choisi de porter notamment, lui, une bague en argent et non en or, comme anneau du pécheur, l'anneau qui symbolise l'autorité du pape, et a souhaité être enterré notamment dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, une basilique à laquelle il était très attaché. Il y allait même avant d'être pape régulièrement, avant de partir et au retour de ses voyages pour prier la Vierge Marie, plutôt que dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Et tout ceci en plus d'avoir simplifié les rituels liés à son enterrement et à celui de ses successeurs. Il a ouvert la voie via la démarche du synode pour la synodalité, dont la première étape a eu lieu à l'automne dernier et qui devrait se poursuivre en théorie à l'automne prochain, à des sujets sensibles, aussi sensibles dans l'Église que la place des femmes notamment. Il a nommé, avant même ce synode, à la curie un nombre significatif de femmes, dont la proportion est passée de 19 à 26%, et notamment la religieuse Simona Brambilla, qui est devenue préfète, c'est l'équivalent d'un ministre, du dicaster pour les instituts de la vie consacrée, la première ministre féminine, femme du Vatican, dans l'histoire du Vatican. Il a également nommé Raffaella Petrini, une autre religieuse, comme présidente du gouvernorat du Vatican, ou la française Nathalie Bécard, on vous en avait parlé dans ce même podcast il y a quelques années, qui avait été nommée sous-secrétaire du synode des évêques. Il a fait preuve d'une grande charité, notamment dans la mise aux enchères de sa calotte personnelle pour soutenir une œuvre de bienfaisance, ou encore d'une Lamborghini en 2017, dont le profit avait été reversé notamment à une association œuvrant pour aider les chrétiens déplacés de Ninive en Irak, ou encore d'une Harley Davidson en 2014, dont le profit, cette fois-ci, avait été reversé à une association œuvrant pour les sans-abri à Rome. Il a été salué pour son engagement en faveur de la fraternité. On se rappelle son encyclique, le Fratelli Tutti, tous frères. Et puis, quand il parlait notamment qui est bienvenu dans l'Église, quand il disait todos, 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 tout le monde est le bienvenu, tout le monde a sa place dans l'Église. Il a été également salué pour son dialogue, son engagement pour le dialogue entre les religions et pour la lutte contre l'antisémitisme.
Dans ses voyages, il a également montré combien il était un pape des périphéries. Il s'est déplacé essentiellement dans des petits pays qui avaient peu reçu ou pas reçu de visite du pape, dans des pays où il y avait des enjeux particuliers. Son tout premier voyage, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était sur l'île de Lampedusa, qui est une île au sud de l'Italie, qui est connue pour accueillir malheureusement énormément de bateaux de migrants, pour qui c'est la première terre européenne après la longue traversée et dangereuse traversée de l'Atlantique. Il a beaucoup voyagé dans des pays où personne ou aucun pape n'était allé auparavant. Il a nommé notamment son plus jeune cardinal en Mongolie, dans un pays où pourtant il y a à peine 2000 qui compte à peine 2000 catholiques, mais qui symboliquement, pour le développement du catholicisme en Asie, est très fort. Il n'est, aux grandes dames d'Emmanuel Macron, pour le point cocorico, il n'est jamais venu en France pour un voyage officiel, et c'est pourtant le pays qu'il a le plus visité après l'Italie, mais toujours dans des voyages non officiels, non protocolaires. Le Parlement européen à Strasbourg en 2014, puis Marseille, et en 2023, il y a 2 ans, à l'invitation du cardinal Aveline, dont on sait que les deux étaient très proches, et enfin en décembre dernier, la Corse, son dernier voyage hors d'Italie. Il a par ailleurs décliné une semaine auparavant ce voyage en Corse, une invitation pour la réouverture de Notre-Dame de Paris, pour ne pas détourner l'attention du symbole religieux qu'elle représente. Alors sur un sujet un peu plus controversé, on se souviendrait également de son attachement à la paix. Alors vous allez voir où je veux en venir, mais combien son attachement à la paix a pu paraître à certains égards comme à 2 vitesses. Il a été extrêmement vocal sur Gaza. Israël l'a d'ailleurs bien fait comprendre en envoyant que son ambassadeur aux funérailles. Il a appelé chaque soir au téléphone les chrétiens d'une paroisse de la bande de Gaza pendant plus de 2 ans, jusqu'à la veille de son décès. Il a toujours été en faveur de la paix, une paix un peu à tout prix, et notamment sur le conflit en Ukraine, il a eu une position un peu plus équilibrée, en étant moins en faveur d'une partie ou de l'autre, appelant de multiples reprises à la fin du conflit, mais dans un sens en remettant aussi la Russie et l'Ukraine dos à dos. Comme souvent, on a affaire à une position duale de la part de François, compliquée à comprendre, avec d'un côté des appels répétés à la fin du conflit, mais de l'autre, notamment en mai 2023, dans un article du Corriere della Sera, mai 2022, disant que la guerre aurait pu être causée par le fait que l'OTAN était un peu trop pushy vis-à-vis des Russes, ou sa reconnaissance à François tardive du manque de bonne volonté des Russes à négocier. Sur ce conflit comme sur les autres, c'est donc le François parfois entêté, souhaitant la paix à tout prix, que l'on retrouve, ce qui peut parfois être vu de façon compliquée, complexe, dans un conflit dans lequel on a tendance à prendre parti d'un côté ou de l'autre. Autre controverse, sa position sur la question des personnes LGBTQIA+, et leur place dans l'Église, qui laisse quand même un sentiment d'inachevé et de piste brouillée. Mais vu le manque de temps et l'importance du sujet pour nous, on vous propose de retrouver ce sujet dans quelques semaines lors de notre traditionnel Pride Podcast qui devrait sortir le 1er juin. Alors, au-delà de son héritage, les enjeux pour l'Église catholique et son successeur qui sera nommé par les cardinaux sur intervention du Saint-Esprit, bien entendu. En gros, je vous la fais courte, mais donc elles sont multiples. Est-ce qu'on aura un pape de transition ? Alors, ce serait le 3e d'affilée qui aurait été appelé pape de transition, parce que Benoît XVI aurait soi-disant été un pape de transition, et puis François 13 ans était pour aussi un pape de transition, ça fait beaucoup voilà, quand même, on a un peu achevé, on est un peu au bout de l'idée de pape de transition, je crois qu'à un moment donné, mais n'empêche que c'est quand même quelque chose qui ressort quand même aujourd'hui, ou alors un pape plus porté sur la doctrine et la théologie, tel que Benoît XVI, ou encore un successeur plus direct à François qui poursuivrait ses politiques d'ouverture. En tout cas, les principaux enjeux seront la pérennisation ou non des réformes qu'il a engagées, notamment de la curie. Il les a beaucoup engagées, mais peu finalement ont abouti, la poursuite de l'ouverture du dialogue interreligieux, les questions sociales et morales, avec notamment le rôle des femmes et la place des personnes LGBTQIA+. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Les cardinaux, arrivés à Rome suite au décès du pape, ont commencé dès le 23 avril à se rassembler chaque jour avec pour objectif que chacun, électeur ou non, alors pour rappel, on a des cardinaux qui sont électeurs à condition qu'ils n'aient pas dépassé 80 ans, et s'ils ils ont dépassé 80 ans, alors ils ne participent plus au conclave, ils ne sont plus électeurs du pape. Afin donc que chaque cardinal puisse intervenir devant ses pairs et donner son point de vue sur l'état de l'Église et ce que le successeur de François devrait pouvoir apporter.
Lorsqu'on regarde le conclave d'un point de vue entre gros guillemets, vous savez, les gros guillemets sont de retour, politique, ce qui est donc à prendre avec des pincettes, il faut noter que près de 80% des cardinaux électeurs, 108 sur 135, ont été nommés par François pendant son pontificat. Ils seront 133 à voter sur 135 possibles, 2 ayant décliné pour des raisons de santé, et il faut les 2 tiers des voix pour être élu le prochain souverain pontife. On compte environ 80 cardinaux considérés comme des conservateurs, voire très conservateurs, une trentaine de centristes, toujours avec des gros guillemets, et une quarantaine de libéraux avec des guillemets encore plus gros. C'est pour juste vous donner un peu une idée des positionnements sur les différents sujets de société des uns et des autres. Ce sera par ailleurs la première fois dans l'histoire que les cardinaux européens seront minoritaires au conclave. Ils ne représentent plus que 37% des cardinaux contre 52% lors de l'élection de François en 2013. 21% des cardinaux viennent d'Amérique latine, 19% d'Asie-Pacifique et 12% d'Afrique. Lors du conclave qui commencera donc le 7 mai, les cardinaux seront appelés à voter 4 fois par jour, 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi, pendant 3 jours de suite, suivi d'un jour d'introspection de prière, si pas de résultat, puis encore 3 jours, etc., etc. Alors, qui sera le prochain pape ? Si tout va relativement bien, on sera en mesure de vous confirmer l'information pendant notre prochain podcast et peut-être aurons-nous le temps de vous dresser le portrait du nommé, sinon ce sera pour un podcast suivant. Les conclaves n'ayant pas dans l'histoire récente duré plus de quelques jours, ça devrait le faire. Mais souvenons-nous de cet adage, qui rentre pape au conclave en ressort cardinal. C'est pas l'inverse, normalement ? Ah ben non. Ah oui, parce que du coup, c'est celui qui est les papabili, souvent, machin. Les papabili ne sont finalement pas élus parce que c'est des personnalités qui peuvent parfois représenter aussi des positionnements un peu trop tranchés dans un sens ou dans l'autre, et qu'au final, le rôle des cardinaux, ce sera de trouver une personnalité qui réunisse les 2 tiers des voix, donc qui correspondent aux 2 tiers des cardinaux. J'aime bien je trouve cet adage assez réaliste. Parfait. Parfois, on n'a absolument pas de surprise, hein, mais parfois, on a souvent quand même des surprises. Pour Jean-Paul II, pour le pape François. Benoît XVI, c'était absolument pas une surprise en son temps. Pas faux. Mais c'était un pape de transition. Merci, Guillaume. Alors, rien ne va plus, Max, pour enchaîner sur une petite rubrique sur la météo côté Trump. Bah, il pleut, hein, mais il pleut. On ne sait pas trop s'il pleut des tweets, s'il pleut des. En tout cas, ça part un peu en cacahuète. Ah ouais, effectivement. Alors, on va se focaliser sur quelques petits aspects dans cette update cette semaine. Alors, d'abord, de manière assez inattendue, le ralliement contre Trump a des effets au-delà des frontières américaines, puisque finalement, d'après les médias canadiens, la perception de la menace américaine sur le Canada a joué un rôle clé dans la victoire du Parti libéral du Canada lors des élections législatives qui se sont tenues en avril 2025. C'est celle où le conservateur était donné en tête, très 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 en tête, il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait, on avril. Ah, voilà. Alors d'abord, il faut voir quand même que, effectivement, dans tous les cas, les menaces de Donald Trump ont joué un rôle de catalyseur, puisque la campagne électorale a été dominée par les déclarations provocatrices de Donald Trump. Vous vous en souvenez, notamment ces menaces d'annexion du Canada, qu'il a appelé à devenir le 51e État américain, mais aussi l'imposition des droits de douane de 25% sur les produits canadiens comme l'aluminium et l'acier. Et finalement, ces déclarations, ça a suscité un élan patriotique au Canada qui a renforcé l'unité nationale. Et le Parti libéral, sous la direction de Mark Carney, dont on se souvient qu'il avait succédé au précédent Premier ministre, Justin Trudeau, qui était quand même là depuis très très longtemps. 2017, je crois. Ça a permis à ce nouveau Premier ministre de capitaliser sur la situation en faisant de l'élection une sorte de référendum sur la résistance à Trump et en se positionnant comme celui qui était le mieux placé pour être un rempart à cette menace extérieure. Alors effectivement, tu l'as dit Guillaume, il y a eu une sorte de retournement de l'opinion publique parce que avant la campagne, les libéraux étaient clairement en difficulté dans les sondages, très très loin derrière les conservateurs menés par Pierre Poilievre. Mais finalement, c'est la rhétorique agressive de Trump qui a inversé la dynamique et les Canadiens, inquiets pour leur souveraineté et leur économie, ont finalement vu en Mark Carney, un économiste respecté, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, quelqu'un qui est capable finalement de tenir tête à Trump et de gérer cette crise.
D'ailleurs, finalement, Carney, après qu'il ait été nommé au pouvoir, Donald Trump avait arrêté de l'appeler gouverneur du Canada, il l'avait appelé Premier ministre, donc c'est déjà un premier signe. Et puis, à l'inverse, il y a eu un affaiblissement des conservateurs, et finalement, Pierre Poilievre, donc le chef du Parti conservateur, il a été pénalisé parce que lui, il avait une image de proximité avec Trump, notamment avec son slogan Canada First, qui rappelait America First de Trump. Et du coup, une partie de l'électorat, avec cette association, a craint que Poilievre soit finalement pas assez ferme par rapport aux pressions américaines, ce qui a bénéficié aux libéraux. Naturellement, ça s'est traduit dans les discours de campagne et dans les promesses, avec Mark Carney qui s'est mis vraiment avec une réponse très directe aux menaces américaines. Il a dit qu'il, dans tous les cas, il maintiendrait les droits de douane, tant que ceux de Washington seraient en place, renforcer le commerce entre les provinces, et puis chercher des nouveaux partenaires commerciaux. On se souvient, on en avait parlé, avec ces mains tendues à l'égard de l'Europe. Et grâce finalement à cette stratégie, les libéraux ont remporté 169 sièges, frôlant la majorité absolue à 172 sièges. Et fait quand même assez marquant, le leader du parti conservateur, Guillaume... il a perdu. Et voilà. Il s'est pris une tôle. Donc, je pense qu'on a assisté à une des remontadas les plus extraordinaires de l'histoire politique récente. On a demandé aux sondeurs, mais dans ces proportions-là, c'est quand même assez impressionnant. Un retournement complètement inespéré. On a des partis qui se sont pris des tôles, genre les conservateurs anglais aux dernières élections, mais ça, c'était prévu très longtemps en avance. Mais une remontada sur 3 mois pour passer en gagnant, je sais pas, 30% des voix ou un truc, enfin 30% des sièges, parce qu'il y a une nuance aussi à faire entre les voix et les sièges. Tout à fait. Et donc, il y avait énormément de critiques à l'égard de Justin Trudeau, on l'a dit, qui était là depuis très, très longtemps. Et finalement, tout ça s'est effacé au profit du narratif sur Trump. Donc, quand on attaque le Canada, étonnant. Le Canada contre-attaque. Étonnant, et bon, forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. Sacré Donald. Alors deuxièmement, la famille Trump, vous allez rire, n'est jamais à court d'idées pour se renflouer les poches, même quand ça passe en vendant finalement un accès privilégié à l'administration de Donald. Alors donc voilà, c'est assez étonnant, c'est assez surprenant, on ne sait pas quoi dire. Moi-même quand j'ai lu, j'ai pensé que c'était une blague. Allez, on y va. Le 26 avril, Donald Trump Jr. Et des co-investisseurs ont officialisé l'ouverture d'un nouveau club privé à Washington appelé Executive Branch. Alors, si vous connaissez un peu le monde politique américain, vous savez que l'executive branch, c'est le nom qu'on donne au gouvernement, par opposition au judiciary, donc le monde de la justice qui est indépendant, et au troisième pilier, qui est donc le pilier législatif, donc le Parlement. Donc, ils ouvrent un nouveau club privé, ils l'appellent Executive Branch, donc le nom donné au gouvernement. C'est quand même assez étonnant pour un club privé, mais ensuite, quand on réalise que ce club privé, dont l'adhésion coûte à peu près $500 000, est ultra sélectif, vise explicitement à donner accès à ces ultra sélects, à ces chefs d'entreprise, ces puissants de ce monde, de la finance et tout ça, un accès particulier aux conseillers et aux membres du cabinet de l'administration, naturellement à l'abri des regards. Alors, les critiques ont immédiatement dénoncé un moyen de monétiser l'accès à l'administration Trump, ce qui rappelle fortement ce qui avait été fait par Donald avec l'hôtel Trump International à Washington durant son premier mandat. Donc c'est incroyable, mais c'est vrai, et il s'en affiche... il ne s'en cache pas, puisque la soirée inaugurale, il y avait les grands pontes de l'administration Trump, en plus bien sûr du grand monde de la finance et des chefs d'entreprise. Donc le mélange des genres, assez étonnant, mais vraiment, c'est la corruption sous les yeux de tout le monde. Voilà, c'est ça. Bon, alors, outre le Canada et cette perception quand même assez négative sur le nouveau club, parce que ça a quand même fait parler, bien sûr, aux États-Unis, les indicateurs ne sont pas bons pour Trump. D'abord, ils ne sont pas bons lorsqu'on regarde les sondages, avec plus de la moitié des Américains qui désapprouvent l'action de Donald Trump. Il est globalement le pire président au bout de 100 jours en termes de soutien de la population à son action.
Deuxièmement, les politiques économiques de Trump et notamment ses droits de douane sont extrêmement critiqués pour les effets délétères sur l'économie américaine. Alors, c'est en particulier vrai sur la hausse des prix pour les Américains moyens. On voit que le produit intérieur brut est en contraction au premier trimestre 2025. Les marchés boursiers, on vous l'a dit, ont chuté significativement. On a l'indice de confiance des consommateurs et des entreprises qui est en baisse, moins 16% par rapport à l'année précédente. Et globalement, une perception de la majorité des Américains que leur situation financière personnelle se détériore, on vous l'avait dit. Beaucoup de choses sont rattachées en termes économiques personnels des Américains à la bourse, et notamment les fonds de pension et les économies des Américains sont largement investies en bourse, alors quand la bourse dégringole, c'est pas terrible. Et enfin, les prévisions d'inflation ont été révisées à la hausse, ce qui alimente les craintes d'une récession, donc ça, c'est pas bon du tout. Bon, et pour finir, et ça fera une sorte de transition avec notre sujet, notre actu suivante sur l'Ukraine, on va essayer de faire rapidement. Trump et Zelensky ont finalement topé sur les minerais ukrainiens, vous savez, donc c'était un sujet sur lequel ça fait des mois que les discussions sont en cours. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Exactement. Alors le 30 avril, il y a eu une signature par les États-Unis et l'Ukraine de cet accord, avec qui est le résultat de négociations très tendues. Vous vous souvenez que Donald Trump, notamment, avait essayé de tirer un très fort profit de cette proposition d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? Eh bien, c'est un partenariat économique centré sur l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes, minerais, terres rares, gaz, pétrole. Donc, si on regarde un petit peu les différents paramètres de cet accord, d'abord, ça donne un accès privilégié aux États-Unis, un accès prioritaire aux ressources minérales de l'Ukraine. On le sait, avec la fermeture de l'exportation chinoise des minerais stratégiques, c'est extrêmement important pour les États-Unis d'avoir de nouveaux débouchés. C'est extrêmement important pour les industries aérospatiales, les batteries, la haute technologie et la défense. Deuxièmement, cet accord crée un fonds d'investissement commun pour la reconstruction de l'Ukraine, qui est financé à part égale par les deux pays et géré conjointement, sans vote majoritaire par l'une ou l'autre partie. Donc c'est pas mal, c'est assez équilibré. Les bénéfices tirés de l'exploitation des ressources seront réinvestis dans ce fonds qui, je l'ai dit, vise à soutenir la reconstruction de l'Ukraine, la modernisation des infrastructures et la création d'opportunités économiques. L'Ukraine conserve la pleine propriété et le contrôle de ses ressources naturelles, y compris le sous-sol, donc ça c'est plutôt bien. C'est l'État ukrainien qui va décider des sites et des types de ressources à exploiter. Bon, on se rappellera quand même que 40% des ressources en minerais ukrainiens sont dans des territoires qui sont aujourd'hui occupés par la Russie. Donc je pense que ça faisait partie des raisons pour lesquelles Zelensky était aussi intéressé de signer ce deal avec les Américains, parce que ça lui permettait peut-être d'avoir un certain soutien ou d'espérer un certain soutien économique et du coup derrière politique des États-Unis pour récupérer le contrôle de ces terres. Et contrairement aux demandes initiales de Donald Trump, qui, vous vous souvenez, réclamait au départ un remboursement des 500 milliards de dollars d'aide américaine fournie depuis 2022, eh bien l'accord final n'impose aucune obligation de remboursement de cette aide. Toute nouvelle aide américaine sera comptabilisée comme une contribution au fonds d'investissement et non comme une dette. Alors pour autant, l'Ukraine ne tient pas par cet accord les garanties de sécurité explicites telles qu'elle les voulait de Washington dans l'objectif de dissuader une future agression russe. Donc au bilan, la signature de cet accord elle est plutôt perçue de manière positive parce que le texte est beaucoup plus équilibré que les demandes initiales de Donald Trump et aussi parce qu'il permet de renforcer l'engagement américain en Ukraine, même si c'est un engagement finalement plutôt au travers d'entreprises américaines que de soldats, ce que naturellement Zelensky voulait. Alors pour autant, les critiques, y compris à Kiev, dénoncent une certaine mainmise américaine sur les ressources économiques ukrainiennes. Donc il faudra voir comment cet accord sera mis en œuvre et si l'effet escompté par Zelensky aura bien lieu. Il faut savoir que l'accord doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien dans les semaines à venir. Alors ceci fait la transition avec l'actu ukrainienne et alors finalement cette signature, elle est aussi le résultat de certains développements qui ont eu lieu à Rome, Guillaume. Oui, alors très rapidement, parce qu'on a déjà pas mal avancé, je pense qu'on va réduire ça au minimum, et puis on en reparlera dans un prochain podcast. Mais effectivement, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont croisés et se sont rencontrés pendant plusieurs minutes en marge des funérailles du pape François à Rome. Ça n'était pas arrivé depuis, vous en avez parlé ici, le clash qui avait eu lieu au milieu du bureau ovale où il y avait eu toute cette humiliation préparée en fait par Trump et son équipe vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Donc, est-ce que ça a eu un impact sur cet accord sur les minerais ?
peut-être, sans doute un peu. On sait que Donald Trump est assez volatile. Il a tendance à être parfois un peu à partir aussi dans le sens du vent. Donc ça a pu avoir effectivement un certain impact. On reviendra peut-être aussi dans un prochain podcast sur les différentes propositions de cessez-le-feu, même si à ce jour, il n'y en a aucune qui ne soit pour l'instant à prendre sérieusement. Et effectivement, c'était quand même un tête-à-tête. Donc pour une fois, Trump n'était pas avec tout son entourage, n'était pas avec J.D. Vance. En tout cas, on a pu voir que Trump était peut-être un peu plus soft vis-à-vis de l'Ukraine et peut-être un peu plus offensif vis-à-vis de Poutine ces derniers jours. Donc peut-être que c'est un signe. Les États-Unis ont accepté la vente de 50 milliards de matériel américain à l'Ukraine. Vous vous souvenez, on vous avait dit qu'ils avaient refusé la dernière fois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va s'arrêter là sur l'Ukraine. Allez, on passe tout de suite au point Belgitude, Guillaume. Absolument, un point Belgitude rapide, mais incroyable. Mais absolument incroyable, venu de nulle part. Donc on a appris le 24 dernier que... On a appris le 24 avril dernier que les Pays-Bas voudraient vendre la Wallonie à la France. Non, peut-être, mais non, en fait. Donc, what ? Pour être même précis, quelqu'un a dit la Wallonie pourra aller à la France. Qui ? Eh bien, c'est la proposition faite, telle que je vous le dis, par le président d'extrême droite du Parlement néerlandais à l'ambassadeur français aux Pays-Bas lors d'un dîner. Sommé de toutes parts de s'expliquer, il a confirmé, selon lui, que lors d'une soirée comme celle-là, on parle de politique et de choses qui pourraient éventuellement arriver. Oui. Ressortant du placard une histoire presque aussi vieille que la Belgique, née, rappelons-le, d'une révolution sur le dos des Pays-Bas alors espagnols, et d'une rengaine digne des pires nationalistes nostalgiques des grands Pays-Bas, mais aussi peu crédible, même si elle pourrait trouver un certain écho auprès notamment du Premier ministre belge Bart De Wever, également nationaliste, qui disait en 2021 « Je n'ai jamais abandonné ce rêve que tous les néerlandophones vivraient un jour à nouveau ensemble ». Il avait cependant affirmé pendant la campagne des élections 2024 que ce n'était pas le moment actuellement de parler de réunification. Son parti, à ce moment-là, la NVA, avait présenté des listes en Wallonie. On peut imaginer que du coup, la proposition n'aurait pas été très appréciée. En règle générale, cette proposition de détacher la Belgique et de la séparer entre la France et les Pays-Bas ressort de façon assez régulière, tel un serpent de mer, mais n'est ni crédible actuellement d'un point de vue politique, ni souhaitable d'un point de vue naturellement de l'unité de la Belgique, dont, rappelons-nous, la devise, c'est « l'union fait la force ». On passe tout de suite à la rubrique vie de couple et c'est plutôt pas mal, on a des bonnes choses à vous raconter. Rien ne va plus au niveau de la météo puisqu'on a pris une belle vague de chaleur comme pas mal d'entre vous, je pense, qui nous a permis de nous donner quelques espoirs sur l'été qui arrive. Ah ouais. Non, et puis surtout, on vous a dit qu'on était assez crevé de ces derniers mois. Et bien là, on peut dire que dans les 15 derniers jours, on a eu droit à quelques jours fériés qui nous ont permis de pouvoir nous poser un petit peu. C'était pas dégueulasse. Tout à fait. Voilà, prendre du temps à la maison. On sait que les mois d'avril et mai sont des gros pourvoyeurs de jours fériés en France comme en Belgique. Même si on n'a pas exactement les mêmes tout le temps, on a bien profité, je crois. Hein. Et puis il y en a encore d'autres qui arrivent. On a un rythme de travail qui commence aussi petit à petit à devenir un peu plus potable, un peu. En tout cas, moi, je vais arrêter de travailler le week-end et le soir, ça va être chouette. Et puis Max arrive quand même à souffler un peu. Il a encore quelques centaines de mails à lire, mais ça, c'est une broutille finalement. Exactement. Non, mais pour quand même dire, du coup, on n'a pas fait que rester tranquillement à la maison à ne rien faire. On a aussi, du coup, ces derniers jours, pu faire quelques repas avec des amis. Ça, c'est super chouette. En 3 jours. Exactement. Cool. Jouer aux jeux de société, et ça, c'est super. Oui, et notamment, on a pu tester un jeu de société qui m'a été offert par ma filleule, qui s'appelle La Traque, et qui est... un jeu qui demande un tout petit peu de temps pour le jouer, mais qui était quand même assez intéressant. La mécanique de jeu est très intéressante. Tout à fait. Donc, il faut un peu de temps pour comprendre, mais on a mis 2 heures, je pense, pour comprendre, mais on a pu faire une bonne partie. Alors, officiellement, une partie, c'est 1h30, mais on y a plutôt passé 4 heures en comptant les explications. Ne vous découragez pas. Non, mais franchement, c'était vachement bien. Donc, merci, ma filleule, pour ça. Et ben voilà, mais c'est sûr que là, on s'attend à ce que la météo fasse quelques allers-retours, puisque demain soir, il va faire 6 degrés pendant la nuit. Mais ensuite, on espère qu'on va rebondir et pouvoir avoir profiter d'un bon week-end pour pouvoir faire des barbecues le week-end prochain, peut-être.
voilà, ouais, ça pourrait être assez chouette. Non, mais c'est chouette, on a une vraie... j'ai envie de dire un vrai changement de rythme malgré tout. Petit à petit, les choses se font. Voilà, on a le temps de prendre des nouvelles des gens. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles d'ailleurs. Hein. C'est toujours agréable. Non, mais c'est vrai en plus. Bah oui. C'est qu'on est parfois... on essaye de suivre, mais on fait aussi avec le rythme. Mais on aime prendre des nouvelles des gens, avoir des nouvelles des gens. Donc, n'hésitez pas. Rien ne va plus chez nous, mais en fait, si, quand même, ça va vachement mieux. Bah oui. Et puis voilà, mais surtout on espère que effectivement le mois de mai et juin va continuer à être beau. On a encore quelques jours fériés comme tu l'as dit qui s'annoncent, et donc on espère qu'on va pouvoir continuer à profiter et finalement aller vers l'été et une période qui soit bénéfique et profitable pour tout le monde. Tout à fait. Voilà, alors du coup, on fait une petite transition sur notre rubrique film. Mais tout à fait, pour notre rubrique sortie, n'est-ce pas, on a pris quelque chose qui est dans l'air du temps, puisqu'on a regardé sur une plateforme qui fait tadam, le film Conclave. Ouais, c'était assez intéressant. Bon, c'est plus plot twist après plot twist, c'est-à-dire que... Vas-y. Bon, vous l'aurez deviné, c'est un film sur un conclave qui présente donc un peu la manière dont ça se passe au Vatican, dans la chapelle Sixtine, entre les cardinaux. Donc c'est assez intéressant parce que ça donne un peu des indications sur comment ça se passe. Après, c'est vrai que pour rendre ce film très commercial, ils ont mis plein de polémiques et plein de choses différentes qui rendent ça, au bout d'un moment... 1h15 qui est très bien, et puis on vous laissera nous donner votre avis sur le dernier quart d'heure qui est un peu plus complexe, mais je trouve que ça explique bien la mécanique que je vous expliquais tout à l'heure. Ça nous donne bien la mécanique que je vous expliquais tout à l'heure sur ce conclave, avec d'abord des cardinaux qui parlent entre eux qui présentent chacun les enjeux, leur vision de l'Église du futur, etc. Et comment une parole, finalement, on est vraiment dans quelque chose de très politique, comment une parole ou l'Esprit Saint, ça dépendra qui verra les choses, mais comment l'une prise de parole peut déterminer toute une vie, toute une fin de carrière, j'ai envie de dire, comme pape, et ça se voit assez bien, sans en dire plus, dans Conclave. Voilà, et puis comme tu le disais tout à l'heure, les papabili ne sont pas forcément ceux qui sortent à la fin, parce qu'effectivement, s'ils n'arrivent pas à rassembler assez vite suffisamment de cardinaux derrière leur nom, eh bien, y a des alternatives qui sont explorées, parce qu'à un moment donné, il faut trouver un nom qui permette de réunir tout le monde, y compris parce que si jamais, en fait, les cardinaux mettaient trop de temps à se mettre d'accord, ça enverrait aussi un signal négatif sur le futur pape et sur les divisions au sein de l'Église. Donc ça, c'est une dimension politique intéressante. Le retour du pape de transition. Exactement. Et puis, pour très rapidement, on a aussi regardé The Young Pope. On a commencé. Mais comment dire, là, rien ne va plus. Et ça part carrément en cacahuète dès la première scène du film. Je vais essayer de finir la première saison, parce que Max m'a fait comprendre que c'était pas trop son truc. Je comprends. Mais c'est pas simple, parce que, disons que dans cette période d'incertitude sur le personnage incarné par Jude Law, le pape qu'il incarne, ne nous inspire pas du tout. Ouais, moi c'était juste too much, trop vite. Dès la première scène, ça paf. Exactement. Allez, voilà, c'est déjà la fin de ce 15e épisode de la saison 6, un épisode qui part en cacahuète. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, et un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. Alors ce podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours. Et d'ici au prochain épisode, eh bien, portez-vous bien, gros bisous et... faites vos jeux.